dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, coup d'État militaire au Niger. Le général Abdrahman Chiani a pris le pouvoir après le renversement du président élu Mohamed Bazoum. Les militaires putschistes font face à l'ultimatum de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le Burkina et le Mali, solidaires du Niger face à la menace d'intervention militaire de la CEDEAO, et les deux pays refusent d'appliquer les sanctions prises à Abuja dimanche. C'est notre fait marquant de la semaine. Crise humanitaire au centre du Mali. Des milliers de déplacés sont privés de leur foyer dans la région de Bandiagara, mettant en péril la campagne agricole. À Bobo Dioulasso, nous sommes au Burkina Faso. L'initiative du dialogue interreligieux renforce l'unité et prévient les tensions entre chrétiens et musulmans dans la région. Vous pouvez également nous suivre en direct sur nos pages Facebook et YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis le 26 juillet, le général Abdrahman Chiani, ancien chef de corps de la garde présidentielle, assume la présidence de la République du Niger. Avec d'autres officiers de l'armée réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ils ont renversé le régime du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. L'évacuation des premiers ressortissants français de Niamey a déjà commencé. Retour sur le déroulement de ces événements avec notre correspondant sur place, Abdelrazak Idrissa. Au soir du mercredi 26 juillet, après une longue journée d'interrogation sur le sort du président de la République, Mohamed Bazoum, qui serait retenu par des éléments de la garde présidentielle, un groupe d'officiers de l'armée apparaît à la télévision nationale pour livrer un message. Réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Dans la déclaration, il est fait mention de dispositions prises pour assurer l'intégrité physique des autorités déchues. Des manifestations de joie et de soutien aux auteurs du coup d'État ont lieu spontanément dans la capitale Niamey notamment. C'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. 12 ans, pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Par conséquent, les Nigériens ont appelé à sortir massivement et de bouter dehors cette politique. Et nous réaffirmons notre soutien pour le FDS. Nous sommes là pour soutenir ces braves militaires qui ont osé, qui ont pris le risque de défendre notre patrie. Parce que nous sommes arrivés à un point où personne n'a espoir que le Niger allait vivre encore. Vendredi 28 juillet, à la mi-journée, le monde entier découvre le visage de l'homme qui a perpétré le coup d'État. Le général de brigade Abdrahman Chiani, jusqu'ici patron de la garde présidentielle. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les condamnations et sanctions fusent de partout, Union européenne, France, Union africaine, CEDEAO ou encore UEMOA. Les nouvelles autorités ne réagissent pas, même après la visite éclair du président tchadien venu tenter une médiation.
L'ancien président Mohamed Bazoum, encore retenu par le CNSP, n'a toujours pas démissionné. Le pays est dans l'expectative, surtout le dernier sommet de la CEDEAO, l'organisation régionale qui donne une semaine aux putschistes pour remettre le pouvoir, brandissant la menace d'une intervention militaire. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Nous restons au Niger pour retrouver Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey. Razak, bonsoir. Eric. Razak, comment les Nigériens réagissent-ils à cette évacuation des étrangers et au communiqué conjoint du Mali et du Burkina, eux aussi minés par les attaques terroristes? Alors, sur le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Mali, c'est des réactions de réconfort donc au sein de l'opinion, en tout cas au sein de quelques citoyens avec qui on a échangé. Ils ont estimé que c'était important que ces messages de solidarité donc de ces deux peuples parviennent donc aux nouvelles autorités du pays, mais aussi au peuple de façon générale, puisque vous savez, ces trois pays partagent donc cette zone des trois frontières confrontées à l'insécurité. Donc, c'est vraiment des messages assez favorables. Donc, on a entendu au sein de l'opinion après donc ces messages des autorités de transition du Mali et du Burkina Faso. Maintenant, pour l'évacuation des Français, et pas que, parce que selon nos sources, il y a aussi d'autres nationalités européennes qui sont aussi en train d'être évacuées. Au sein de l'opinion, c'est plutôt des interrogations. En tout cas, quelques personnes avec qui on a échangé lorsque l'information de cette évacuation est passée s'interrogent quand même du pourquoi dès à présent cette évacuation, puisque c'est vrai que la tension, on va dire, entre les nouvelles autorités et Paris est assez vive, avec des échanges, notamment les accusations de la junte faisant entendre que un ancien dignitaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères notamment, aurait donné son accord à la France à la suite d'une réunion qu'ils ont tenue pour que la France puisse utiliser des moyens aériens pour pouvoir libérer le président Mohamed Bazoum. Et donc, c'est plutôt des interrogations du genre pourquoi on évacue les Français, puisque dans les manifestations qui ont visé l'ambassade, c'est vrai, et il n'y a pas eu de Français à qui donc des citoyens nigériens se sont pris. C'est plutôt des relations de bonne coexistence qui existent entre les Français qui sont ici au Niger, à Niamey en particulier. Les manifestants qui ont visé l'ambassade de France, Razak, la CEDEAO a donné une semaine aux militaires putschistes pour établir l'ordre constitutionnel. Y a-t-il une réaction de la junte? Quelle est la dynamique actuelle? Il n'y a pas pour l'instant encore de réaction de la junte du CNSP donc après l'annonce de ces sanctions de la CEDEAO, en tout cas de façon officielle. On n'a pas entendu un membre de la junte se prononcer là-dessus. Et sur la dynamique, on va dire qu'ils sont plutôt dans une dynamique progressiste, parce que hier déjà, ils ont entamé des rencontres avec les couches socio-professionnelles. Ils ont par exemple rencontré les chefs traditionnels et les chefs religieux, ils ont rencontré les commerçants, le patronat si vous voulez. Aujourd'hui, cette série de rencontres s'est poursuivie. Puisque nous n'avons pas pu accéder encore au QG du CNSP, nous avons appris qu'il y a aussi des rencontres qui ont eu lieu notamment avec des organisations de la société civile. Donc on va dire qu'ils sont plutôt, le CNSP est plutôt dans une logique de progression dans sa ligne de conduite, à savoir donc redonner donc notamment sur le plan sécuritaire un nouveau souffle dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, ils n'ont pas réagi à ces sanctions, qu'elles soient celles annoncées par la CEDEAO et l'UEMOA ou encore les sanctions européennes, la France et l'Union européenne notamment. Merci Razak pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Niamey. Nous poursuivons cette discussion avec notre analyste Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, que j'ai joint juste avant l'émission, et je lui ai demandé si, de son point de vue, l'avertissement du Burkina et du Mali est dissuasif au recours à la force envisagée par la CEDEAO. Suivez ce qu'il a dit. Je crois que la CEDEAO est dans une nouvelle dynamique, ayant annoncé une intervention en un délai assez court. Aujourd'hui, c'est dire que la CEDEAO a quand même
les gages d'un soutien international à sa potentielle intervention. Maintenant, ces menaces émanant du Mali comme du Burkina Faso montrent deux choses. Premièrement, cela montre la préoccupation que ces juntes militaires ont de s'unir aujourd'hui et de favoriser ce type de régime qui devrait être à leurs yeux le régime le plus répandu dans la sous-région. Ce qui, dans un autre côté, ce qui nous amène au deuxième point, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un contexte où, dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest, les régimes militaires deviennent de plus en plus fréquents au détriment de la démocratie, tel qu'on l'a vu au Niger, où ce coup d'État a interrompu un processus démocratique avec une alternance qui a été saluée de toutes parts. Cela dit qu'aujourd'hui, est-ce que maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces pays-là auront les moyens de leurs menaces, d'exécuter leurs menaces, sachant que aussi bien le Burkina Faso que le Mali, ces deux pays aujourd'hui sont en train de vivre une situation sécuritaire assez difficile. Le Burkina qui ne contrôle même pas 40% de son territoire et le Mali qui aura du mal quand même à gérer les deux fronts du nord mais aussi du centre. Mais si on sait que ces trois pays maintenant, ces deux pays, si on sait que ces deux pays maintenant sont liés, reliés au Niger par la zone Brita-Kogouma qui est complètement sous la menace des djihadistes. Mais aujourd'hui, entre en ligne de compte d'autres développements tels que la récente déclaration de l'Algérie qu'il faudra observer de plus près. Et comment cette situation politique instable au Niger peut-elle avoir des répercussions sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et comment cette crise pourrait-elle exacerber les problèmes humanitaires et les défis liés à l'accès à l'aide humanitaire pour les populations vulnérables du Niger et du Sahel? Il est vrai que cette situation, si elle s'enlisait, les seuls gagnants aujourd'hui, ce sont les groupes terroristes qui sont aux aguets, qui aujourd'hui sont en train de mener des activités dans la zone des trois frontières, mais aussi de progresser vers les pays côtiers. Donc une situation de chaos aujourd'hui au Niger ou dans la région sahélienne profiterait grandement à ces groupes terroristes. Aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est que le Niger, qui était largement dépendante de l'aide humanitaire internationale, va souffrir de ces mesures et des sanctions de la CEDEAO. Si l'on sait que, par exemple, l'USAID et l'Union européenne, qui étaient vraiment présents au Niger, sont en train de revoir leur politique de coopération, je crois que ça va être très difficile pour la population locale de tenir face à ces sanctions-là, mais aussi toute la pression sur ce pays enclavé, entouré d'une part par le Nigeria. Il y a de fortes pressions sur le plan militaire, mais sur le plan aussi de l'énergie. Le Bénin, qui est carrément le port du Niger. Aujourd'hui, on s'achemine. Aujourd'hui, on s'achemine vers des lendemains assez difficiles pour la population nigérienne, qui sera la première à souffrir de ces sanctions-là. Mais tout dépend aujourd'hui du succès ou du non-succès de l'opération envisagée par la CEDEAO, si toutefois les négociations n'arrivaient pas à faire taire cette escalade qui sera dommageable pour la stabilité de la région. Vous venez de le mentionner, le Niger est frappé par plusieurs sanctions qui vont faire mal. Les coups d'État militaires ne semblent pas être une solution viable aux multiples problèmes de la région. Ils peuvent entraîner davantage d'instabilité et de souffrance pour les populations. Absolument. Il est vrai qu'il y a une désaffection par rapport à la démocratie et par rapport aux inconséquences de cette gestion démocratique dans nos pays. Il est un paradoxe aujourd'hui que les coups d'État semblent représenter des formes de respiration démocratique pour une jeunesse qui, il y a quelques années, se battait pour la démocratie. Donc, il faudrait véritablement revoir l'application du principe démocratique. Mais en tout état de cause, la démocratie aujourd'hui reste le modèle de gouvernance le plus viable. On a vu que les pays qui ont connu des coups d'État ne sont pas dans la stabilité. Ce n'est ni le cas au Mali où, depuis le coup d'État, la question sécuritaire s'est aggravée, non plus au Burkina Faso où la situation sécuritaire aujourd'hui est incontrôlée. Je crois que les coups d'État ne sont pas une solution à l'instabilité. Et les coups d'État, les pays où il y a eu des coups d'État, la situation a démontré tout à fait le contraire. La situation politique est devenue beaucoup plus préoccupante et la situation sécuritaire beaucoup plus aggravée. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, nous a accordé donc cet entretien quelques minutes avant cette édition de Focus Sahel.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Dans un communiqué commun, Ouagadougou et Bamako avertissent que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. On va retrouver notre affilié. Notre affilié, c'est Aubin Guébré de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou qui est avec nous en ligne. Aubin, vous êtes là. On va essayer de le retrouver tout à l'heure. Nous allons vous proposer ce reportage qui nous vient du Mali pour prévenir que la situation sécuritaire nous dégénère en guerre religieuse. Les différentes confessions à Bobo-Dioulasso ont pris des mesures importantes. Elles ont mis en place une organisation nommée Dialogue interreligieux qui rassemble les représentants de l'Église et les hautes autorités musulmanes de la ville. Et dans cette initiative, ça se passe au Burkina Faso. Les musulmans ont sollicité la hiérarchie chrétienne pour sensibiliser leurs fidèles dans les églises afin de promouvoir les vertus de l'islam et qu'être musulman n'est pas synonyme de terrorisme. Cette entente entre les chefs religieux permet de favoriser un climat de respect et de tolérance entre les différentes communautés religieuses de la région. Nous allons retrouver Alidou Ouedraogo qui se trouve à Bobo-Dioulasso pour son reportage. Préserver la paix est le souci premier des religieux à Bobo-Dioulasso. Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Concertation entre leaders, sensibilisation dans les églises et mosquées. Ce jour, chrétiens et musulmans attendaient notre équipe au siège de la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso et c'est Oumarou Monet de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui prend la parole en premier. Notre mission majeure, c'est de superviser les différents discours qui se font au niveau donc de l'Église, au niveau donc l'Église catholique, l'Église protestante, également dans les mosquées, les différents sermons qui sont faits, quels sont les messages qui sont véhiculés. Si donc nous constatons qu'il y a des dérives ou bien des messages assez extrémistes, des messages violents, nous interpellons donc les leaders et nous échangeons avec eux dans le sens donc de faire en sorte que le discours soit un discours rassembleur. Une activité de sensibilisation dans le but d'éviter les amalgames ou Monet. Et dans les mosquées, nous puissions sensibiliser donc les musulmans à considérer leurs frères chrétiens comme leurs frères. Et nous disons également aux frères chrétiens de faire la même chose, de dire dans les églises que les musulmans sont leurs frères. Les musulmans également sont leurs voisins. Et le terme djihadisme, nous avons demandé à ce qu'ils puissent clarifier ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de ça. Ils entendent ça dans les médias, ils ne savent pas ce que c'est. Mais si le prêtre ou bien le pasteur explique ça à ses fidèles, à l'église, ça va encore amener la paix. Parce que les gens vont comprendre qu'en réalité, ceux qui se réclament de ce djihadisme-là ne sont pas musulmans. Pour le pasteur Khalifa Bioun de la Fédération des églises et missions évangéliques, le risque d'un conflit interreligieux est bien présent et qu'il faut multiplier les efforts pour le minimiser. Dire qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un conflit interreligieux, ce serait mentir. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, nos responsables
travaillent. Quand je parle des responsables, ce n'est pas seulement politique, mais les responsables religieux aujourd'hui travaillent pour minimiser ce risque. Le pasteur Khalifa Bioun explique que le langage dans les églises aujourd'hui doit être spécifique. Dans les églises aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre une ethnie avec le terrorisme. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas confondre, faire l'amalgame entre une religion et le terrorisme. Voilà. C'est deux choses différentes. Et si dans nos comportements, dans notre façon de faire, dans le langage, on arrive à faire cette différence, je dirais qu'on aurait gagné une bonne partie de cette guerre-là, si je peux le dire ainsi. La concertation entre chrétiens et musulmans est devenue aujourd'hui un impératif de l'avis des différents responsables religieux. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA. La situation humanitaire dans le centre du Mali est préoccupante, notamment dans la région d'Obandiagara, où des villages se vident de leur population à raison de la menace des groupes armés. Selon le maire de la commune d'Obalassara, plus de 2000 déplacés de cette commune se retrouvent sans abri dans la ville d'Obandiagara. Cette crise a des répercussions néfastes sur la campagne électorale en cours dans la région. D'Obandiagara, la correspondance de Tidiani Ouedraogo. Ces déplacements massifs des populations font suite aux attaques des groupes armés dans ces localités. Comme Fatmata Kologo, beaucoup sont arrivés dans la ville de Badjangara dans des conditions difficiles. Nous avons fui à cause de l'insécurité dans notre village. Et c'est après 4 jours de voyage que nous sommes venus à Badjangara ici. Il y a d'autres qui veulent venir, mais par faute de moyens, ils sont toujours restés au village. Vraiment, la situation est catastrophique. Des rescapés, après avoir perdu tous leurs biens suite aux attaques, peinent à joindre les deux bouts. Aminata commence ici une nouvelle vie avec ses enfants dans les sites et sans abri. J'ai fui avec mes enfants les mains vides. Nous sommes ici au site sans un sou. Je suis obligée d'aller cueillir les feuilles d'arbres pour chercher de quoi préparer pour nourrir mes enfants. Depuis le début de la saison des pluies, la situation sécuritaire s'est détournée dans la région. De nombreux villages se vident de leur population sous la menace des groupes armés. Amadou Toulema, chef de village de Monobondo, raconte. Ils sont venus vers les petits soirs, très nombreux et bien armés. Quand ils sont rentrés dans les villages, ils disaient « quittez les lieux, sinon nous allons vous tuer tous ». C'est ainsi que nous avons quitté immédiatement. Mais le problème est que nous ne savons pas quelle est leur revendication et pourquoi ils font ça exactement. Selon le maire de la commune de Balassara, la situation risque d'avoir un impact sur la campagne agricole cette saison et lance un appel aux autorités compétentes. Nous sommes en début d'hivernage. Les gens ont semé. Ils ont laissé derrière eux leur semis. Et s'ils n'arrivent pas à cultiver, les paysans, ils n'ont pas d'autre activité si ce n'est pas l'agriculture. Vraiment, je lance un appel à tout le monde, à toutes les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent en aide, pour que ces populations puissent regagner ce œufs. Sur le site à ciel ouvert, des volontaires s'activent pour venir en aide aux femmes et aux enfants. Suntura Wologem est une infirmière. Nous sommes là pour faire les prises en charge des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. L'armée malienne basée dans les localités de Badjangara, Djalassagou et Koro se déploie aussi pour rassurer les populations. Et déjà, des résultats sont enregistrés. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Badjangara. Vous l'avez déjà suivi sur nos antennes, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des militaires, ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Dans un communiqué conjoint, Ouagadougou et Bamako avertissent que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Ils ajoutent qu'ils refusent d'appliquer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes décidées à Abuja, selon toujours les deux capitales.
C'est notre fait marquant de la semaine. Aubin Guébré de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou est avec nous en ligne pour en parler. Aubin, bonsoir. Bonsoir. Comment l'opinion publique au Burkina Faso perçoit-elle cette déclaration conjointe des gouvernements de Bamako et de Ouagadougou face à la mise en garde contre une telle intervention et comment cela affecte-t-il leur perception de la sécurité régionale? Oui, une opinion partagée entre fierté et peur du lendemain. Il y a les partisans du capitaine Ibrahim Traoré qui applaudissent cette déclaration commune et pensent que la souveraineté est en marche et que ce qui est appelé désormais le G3, Burkina Faso, Mali, Niger, est une assurance de victoire contre les groupes armés terroristes. Et puis il y a l'autre partie des Burkinabés qui s'inquiète pour l'économie et le pouvoir d'achat des ménages déjà éprouvés par de multiples taxes appelées efforts de guerre. Alors, ce qui se demande donc si la CEDEAO ne risque pas d'étendre les mêmes sanctions qui frappent le Niger au Burkina Faso, cela pourrait en rajouter à la vie chère. Est-ce que cette déclaration a été bien accueillie par les leaders politiques des différents bords? Il faut dire que les leaders politiques sont muets, toujours gagnés par la peur. Vous le savez, les partis politiques sont frappés par une mesure d'interdiction d'activité. À part le MPP, le parti de Rochma Christian Kaboré, le mouvement de paix pour le progrès, qui a affirmé son soutien au parti du président Bazoum et a appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel, et l'ancien ministre Taïrou Bari, qui a appelé la CEDEAO à s'attaquer plutôt à la racine du mal, qui serait la qualité de la démocratie en Afrique. Les coups d'État seraient, selon lui, la conséquence d'une crise de la démocratie électoraliste. Donc, dans l'ensemble, les partis politiques, les leaders politiques sont muets sur la question. Tout le monde craint justement l'opinion, une partie en tout cas de l'opinion. Et quelles sont les attentes du public concernant la suite des événements et les mesures à prendre pour assurer la stabilité et la sécurité au Sahel? Que toutes ces déclarations restent juste au stade des déclarations et que la médiation triomphe. Les Burkinabés ont peur que la dynamique souverainiste ne vienne occulter justement. Aubin, nous avons perdu Aubin Guébré qui se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Aubin, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous écoute. Oui, je disais que les populations espèrent que toutes ces déclarations restent juste au stade des déclarations et que la médiation triomphe finalement, parce que les Burkinabés ont peur que la dynamique souverainiste ne vienne occulter justement la lutte contre le terrorisme, puisque sur le terrain, les groupes armés terroristes continuent de gagner du terrain. En une minute, comment les médias burkinabés couvraient-ils cette déclaration et ses conséquences potentielles sur la stabilité du Burkina et du Sahel? Et cette déclaration est abondamment commentée justement dans la presse burkinabé entre les faits, l'analyse et les émissions d'expression. Faso qui recrutent, vous le savez, des civils pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et qui comptent aussi sur la contribution financière des Burkinabés. A-t-il véritablement les moyens de s'ouvrir un autre front alors que les terroristes, comme je l'ai dit, continuent de gagner du terrain? Grosse interrogation donc et inquiétude au sein de la presse et de l'opinion publique burkinabé, même si certains pensent que c'est le prix à payer pour la souveraineté. La souveraineté a un lien avec la lutte contre le terrorisme. C'est un débat qui continue? Tout à fait. Merci. Le débat ne fait que commencer. Merci Aubin Guébré. Je rappelle que vous êtes de notre station partenaire Ouagadougou, BF1. Merci pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants sur le terrain qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakis a été avec vous au micro. Fatouma Alimas Kalala et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.